Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Univers musical, collection créée par Anne-Marie Green, et dirigée par Jérôme Martin et Arnaud Roy. La collection Univers musical offre un regard panoramique sur toutes les musiques. Ouvrages biographiques, méthodes, analyses et commentaires sont ici les témoins d'une musique sans cesse renouvelée, qu'elle soit classique, contemporaine, blues, jazz, rock, de variété, électro ou underground. Ces textes ont tous pour volonté d'approcher au plus près le sens et les secrets d'un art résolument vivant. Dernière parution. Gérard Zwang, l'art de Maurice Ravel. Avec 173 exemples musicaux, 2022. Léo Sans-la-Ville, Le conte dans la musique en France de 1890 à 1939, 2021. Jean-Pierre Boistel, Electro, Techno, House. Le son et le rythme en question, 2021. Dominique Renier, Beethoven en 250 anecdotes, 2021. Jean Franchetot, Don Chéri. Le nomade multiculti, 2020. Jean-Tristan Richard, Les standards du jazz, 2020. Dominique Renier, Les fantômes de Beethoven. À partir du testament d'Heiligenstadt, 2020. Pauline Casanova, La place de la musique dans les arts à la cour du roi René, 2019. Dominique Salini, Webern, Fourier et Butor selon Pousseur, Un voyage en utopie, 2019. Daniel Piston, Le Paris d'été. Musique et société à Trouville-sur-Mer de 1830 à 1914, 2019. Charlotte Saulneron, Les grands sujets d'actualité à l'opéra, 2019. Alain von Roden, Musique polyphonique, d'art contrapontique, années 1180 à 1530, Informations sur les compositeurs et leurs œuvres vocales et instrumentales, 2018. Alexandra Cherciu, La dramaturgie devant l'histoire, la figure de Jeanne d'Arc dans l'opéra et l'oratorio européen depuis 1938, 2018. Hélène Routier, Offenbach mise en scène par Laurent Pelly, Une esthétique métakitsch, 2018. Roland Guillon, Archie Shepp et Pharoah Sanders, Deux héritiers de John Coltrane, 2018. Jean Franchetot, John Coltrane. La décennie fabuleuse, 2018. Guillaume Pastré, Un art de la cohérence, Different Train, Steve Reich, 2018. Ludovic Florin, édition préfacée, rassemblée et annotée par Alexandre Tansman. Un musicien entre deux guerres. Correspondance Tansman-Ganche, 1922 à 1941, 2018. Introduction. La chanson populaire apparaît comme un phénomène social. Autant que d'autres productions de divertissement comme la littérature, la musique ou le cinéma, elle fixe l'air du temps et raconte la société. Elle est la bande-son de l'histoire. De manière simplifiée, quelques couplets et un refrain sont propres à saisir l'état des mœurs et les relations humaines. Parmi les modèles fournis par la chanson, certains sont les supports d'une culture presque banale de la violence. La soumission des femmes aux hommes et les mauvais traitements à leur égard y paraissent tout à fait normaux. Les Goualantes d'Aristide Bruant à la fin du XIXe siècle projettent une violence brutale, rigoureuse et constante envers les prostituées. Aujourd'hui, le rap est présenté comme un univers musical sexiste et homophobe. Les rappeurs sont accusés d'être machistes, d'exploiter et d'objectiver les femmes. En mai 2009, Orelsan, lors d'un concert à Paris, interprète 8 chansons dans lesquelles figurent des paroles comme « Je te quitterai dès que je trouve une chienne avec un meilleur pédigré »,« Renseigne-toi sur les pansements et les poussettes, je peux te faire un enfant ou te casser le nez sur un coup de tête », ou encore « Ferme ta gueule ou tu vas te faire Marie Trintignant », en référence à l'actrice Marie Trintignant, morte sous les coups de son compagnon le chanteur Bertrand Cantat. La violence dans les chansons est aussi exercée contre la police, en faisant l'apologie des voleurs, malfrats et truands de tout poil. À la Belle Époque, les Apaches, jeunes voyous de la Villette, des Batignolles ou de Belleville, ont la haine des flics et font la joie des chansonniers qui se produisent au café-concert et dans les cabarets montmartrois. Avec les forces de l'ordre, le rap français entretient une inimitié presque naturelle qui reflète l'animosité, vraie ou supposée, des jeunes de banlieue envers la police. En parallèle, la chanson engagée, contestataire et révolutionnaire, est un vecteur d'idées pour dénoncer la violence de l'État et le règne de l'ordre à tout prix, ainsi que les souffrances sociales provoquées par le capital, le militarisme, la politique, la religion. La seule réponse à l'autoritarisme est la révolution avec son cortège de violence.
C'est le cas des chants autour de la Commune de Paris, et des chansons anarchistes de la fin du XIXe siècle. La tradition des chansons contre est maintenue entre les deux guerres par l'Association des chansonniers libertaires autour de la Muse Rouge, et par des voix comme Gilles et Julien ou Marianne Oswald. Après 1945, l'esprit anard est entretenu dans les cabarets de la rive gauche. Des chansons libertaires sont composées par Boris Vian, Léo Ferré, Georges Brassens, Jean-Roger Caussimon ou Maurice Fanon. En mai 1968, la chanson fleurit sur les barricades. Les manifestants ressuscitent les chants de la Commune. Des chansons subversives sont écrites par de jeunes chanteuses et chanteurs engagés, Dominique Grange, Évariste ou Renaud. L'agitation de 1968 inspire aussi Claude Nougaro, Léo Ferré, Jean Ferrat, Georges Moustaki, Colette Magny, François Béranger et Jean-Michel Caradec. À partir des années 1990 se développe un rap politique, reflétant une volonté d'émancipation collective, qui dénonce les inégalités de la société et les discriminations dont sont victimes les immigrés. Il ne s'agit plus seulement d'exprimer de la haine envers la police, mais de s'en prendre directement à l'État, à la France et à la République. Le groupe marseillais IAM lance en 1991 un message contestataire dans sa chanson « Non soumis à l'État ». Un cran est franchi en 2003 par le groupe Sniper. Le refrain de sa chanson La France contient des paroles telles que « La France est une garce et on s'est fait trahir. On nique la France. On se fout de la République et de la liberté d'expression. Faudrait changer les lois et pouvoir voir à l'Élysée des Arabes et des Noirs au pouvoir. » Kerry James, en 2012, dans sa lettre à la République, pourfend le passé colonial de la France et refuse l'intégration. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme, difficile de se sentir français parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Le rap est l'expression de la relégation urbaine dans les banlieues et les quartiers pauvres, des grandes agglomérations. Les principaux groupes sont nés à Saint-Denis, à Sarcelles, dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, les quartiers nord à Marseille, le Mirail à Toulouse. Le rap provient de la rue, mais c'était déjà le cas autrefois de la chanson populaire. Beaucoup de chansons étaient interprétées dans les rues, et leurs partitions étaient vendues en petit format aux spectateurs. La rue, celle des quartiers populaires et au-delà des barrières, la zone installée le long des fortifications de Paris où vivait une population marginale qui terrifiait le bourgeois, était aussi constamment représentée dans les productions des chansonniers. Le parallèle ne s'arrête pas là. Les paroles des chansons de la fin du XIXe siècle reprenaient le langage coloré de la rue, avec ses élisions pittoresques et ses expressions triviales, comme aujourd'hui le rap s'imprègne de celui des banlieues. Ce sont les mots du pavé ou du bitume, par référence pour ce dernier terme au titre de l'ouvrage de la linguiste Aurore Vincenti. Le rap casse les codes de la bienséance jusque dans la manière d'écrire. Sans sortir du français, son travail des mots modifie la langue. Booba en 2002 déclare « Je suis le bitume avec une plume ». This Is la peste, dans sa chanson Le rap c'est mieux, sortie en 2013, revendique le droit de bousculer le français. Le rap, on a les meilleures fautes d'orthographe. De même, en 1880, quand il crée son personnage au chat noir avec un feutre noir au large bord, une écharpe rouge et une immense cape dont la couleur est assortie à celle du chapeau, Aristide Bruant déclare « Un nouveau Bruant est né. Et ce Bruant-là va dire 2 mots à la foule des fils à papa, des fainéants, des incapables. Il leur criera la haine menaçante des pauvres et des révoltés, ainsi que la douleur blottie dans les bas-fonds. » Plus tard, dans son cabaret du Mirliton pour saluer l'arrivée d'un client, l'assistant s'entonne « Ostegueule, Stebinette. » Ensuite, debout sur une table, Aristide Bruant donne d'une voix forte ses instructions aux gens du monde « Tas de cochons. Gueule de miteux. Tâchez de brailler en mesure. Sinon fermez vos gueules. » La verdeur de ses propos n'est pas la seule raison de son succès. Le cabaret de la rue de Laval, aujourd'hui rue Victor Massé, est à la mode et on vient du tout Paris pour se faire assaisonner par le maître de séant. Quand une bourgeoise se montre offensée, elle s'entend dire « Va donc épin-bêche. T'es venu de Grenelle en carrosse exprès pour te faire traiter de charogne ? Eh bien, t'es servi vieille vache. » C'est là toute l'ambiguïté du personnage. Est-il le porte-parole emblématique du petit peuple de la rue ou bien, comme l'écrit Patrice Delbourg, représente-t-il la classe ouvrière à travers le prisme misérabiliste d'un miroir déformant ? Son œuvre est-elle celle d'un chroniqueur social,
ou n'utilise-t-il pas plutôt un romantisme de la misère passablement folklorisé, pour plaire à un public de nantis friand d'émotions fortes, venu s'encanailler dans les cabarets de la butte? Bruant n'est cependant pas le seul. Pierre Macorlan écrit en 1953, dans Chansons pour accordéon, les éléments cardinaux de la chanson populaire de cette époque sont l'attaque nocturne, la fille et ses cortèges et pour terminer la guillotine considérée comme une attraction publique. Quoi qu'il en soit, derrière les images, il y a les mots. Bruant et les autres chansonniers montmartrois utilisent l'argot parisien tel qu'il est jaspiné par les voyous et les malfrats de la capitale. Les mots qui désignent la femme ont pour la plupart un sens désobligeant ou injurieux. Dans le dictionnaire français argot, signé en 1901 par Aristide Bruant mais largement élaboré par son compère chansonnier Léon de Bercy, la femme est une chauffeuse de pieux, une garce, une gigolette, une gonzesse, une gouine, une ménesse, une mistonne, une rombière. L'homme est en revanche le gars, le gonze, le mastic, le mec, le type. Quant aux représentants des forces de l'ordre, les termes utilisés sont tout aussi péjoratifs. Le gendarme est le balai, le cogne, la fauvette à tête noire, le gris-bleu, le guignol, le polichinelle. La police est l'arnaque, la casserole, la lousse, la renifle, la rousse. Le policier est la bourrique, également le cogne, l'escargot de trottoir, le flic, la poulaille, la raclette, le roussin, le cergotte, la volaille. Le dictionnaire ne mentionne pas le terme de condé, qui était pourtant entré dans l'argot des malfrats. Le mot a d'abord désigné une permission accordée par une autorité de police, en contrepartie d'informations. Puis il est utilisé pour dénommer le préfet de police, un maire, Petit Condé, et dans Les Mystères de Paris, le roman feuilleton publié en 1842 à 1843 par Eugène Sue, un commissaire de police. Au début du XXe siècle, il n'est plus qu'un simple flic. La chanson Cayenne chantée dans les bagnes de Guyane dont les paroles sont attribuées à Aristide Bruant, y fait référence, mort aux vaches. Mort au Condé. VIV, les enfants de Cayenne. Abat ceux de la sûreté. Le vocabulaire du rap est souvent dur et véhicule de la violence. Il reflète les pulsions et les passions, les désirs et les colères d'une jeunesse impertinente. Ce genre musical est aussi l'expression de la mixité et du métissage. Les mots ont plein d'origines différentes. Il y a évidemment de nombreux anglicismes puisque le rap provient de la culture afro-américaine aux États-Unis, mais aussi des termes qui viennent de l'arabe, des langues de l'Europe de l'Est ou directement de celles de l'Afrique, et du vieil argot français que les rappeurs se plaisent à utiliser, transformer et malmener. De façon simple et naturelle, le rap s'approprie le langage multiculturel des cités, en opposition avec la langue dominante, pour le restituer de manière ludique et satisfaire ses auditeurs. Cela n'empêche pas, bien au contraire, le discours d'être tout autant péjoratif. La femme est une pétasse, une poufiasse, une grognasse, une rate, une salope, une biatch, dérivée de l'anglais argotique bitch qui signifie chienne, pute ou salope, une raclie, d'origine gitane, une schneck, de l'allemand schneck, escargot par analogie avec le sexe féminin, une go, du bambara lui-même issu du français gosse. Ce vocabulaire est du reste sans cesse en évolution comme une sorte de jeu, avec une surenchère dans la violence. C'est notamment le cas par l'utilisation du verlan. La femme devient la meuf, la pétasse, la tasse-pée ou la tasse-pêche puis simplement la tasse, la salope, la lopsa, la biatch, la tchubby, la schneck, la kéchné. Il en est de même pour le policier. Le flic devient le keuf puis le feuqueux, le condé, le décon, le poulet, le le accent aigu POU, le schmidt, de l'allemand schmied, forgeron terme véhiculé chez les jeunes par la langue romanie, le techmi, le dec, flic dans l'argot lyonnais, le KISDE accent aigu, etc. La violence des paroles, allant parfois jusqu'à la grossièreté, choque les âmes bien pensantes. Cependant l'obscénité n'est pas l'apanage du rap. De tout temps la chanson populaire a cultivé des genres grivois, gaillards, souvent licencieux, qui heurtaient les tabous de l'ordre moral. Les outrances et les écarts de langage d'Aristide Bruant et des autres chansonniers de Montmartre étaient dénoncés dans la presse conservatrice et catholique de l'époque. L'impact en était cependant limité car ces chansons étaient entendues par le public restreint des cabarets et du café-concert. La diffusion s'est ensuite amplifiée par l'intermédiaire du phonographe, de la radio, du cinéma, de la télévision, plus récemment par les moyens techniques fournis par Internet et la téléphonie mobile. La chanson populaire fait partie de la culture de masse, associée à la société de consommation. Dès lors,
Elle apparaît comme un enjeu politique et sociétal de premier ordre, suscitant les plus amples commentaires. Le rap est aujourd'hui la cible privilégiée de la droite et de l'extrême droite, mais il est aussi critiqué par certaines personnalités de gauche. En 2013, Manuel Valls est interpellé par une sénatrice sur les chansons de certains rappeurs, dont les paroles sont d'une violence absolument inouïe contre la France, ses autorités civiles et militaires, son drapeau. Sa réponse est directe. Il faut lutter contre les paroles agressives à l'encontre des autorités ou insultantes pour les forces de l'ordre et les symboles de notre République. En cela, le ministre socialiste de l'Intérieur rejoint la cohorte des hommes politiques de droite qui ont, à un titre ou à un autre, croisé le fer contre des groupes de rap ou certaines de leurs chansons qu'ils jugeaient trop violentes ou choquantes. Dès que sort un clip considéré comme outrageant pour les policiers et incitant à la violence à leur égard, leur syndicat monte au créneau, en appelle au ministre de l'Intérieur pour qu'il les défende et porte plainte devant les tribunaux. Par ailleurs, on ne peut nier que le rap, dans sa majorité, met en avant des stéréotypes sexistes et misogynes aux antipodes des valeurs du féminisme. En 2009, 5 associations féministes ont saisi la justice contre Orelsan pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre les femmes. Aujourd'hui, le sujet reste sensible à la suite du lancement aux États-Unis du mouvement #MeToo pour dénoncer les violences sexuelles, de l'effet Weinstein provoqué par la publication des enquêtes accusant le producteur de cinéma américain de harcèlement contre des femmes et de viol, et du relais pris en France par le #BalanceTonPort invitant les internautes à balancer, autrement dit à dénoncer les hommes qui les ont harcelés. Il ne s'agit point de comparer entre eux les mauvais traitements infligés aux femmes, les violences entre voyous et contre les forces de l'ordre, les violences policières et celles qui sont imputées à l'État. Rien n'est comparable, chaque type de violence a sa propre réalité plutôt complexe. Il y a parfois cependant des convergences dans une même chanson. Entre violences qui mettent en cause la police et l'État, c'est monnaie courante. Sans la nommer, écrite en 1969 par Georges Moustaki, semble rendre hommage à une femme que l'on matraque, qui souffre, qu'on trahit, qu'on abandonne, et le dernier vers nous apprend qu'il s'agit de la révolution permanente. À l'opposé, Ministère AMR dans Brigitte femme de flic, Morcé dans G40 meuf et Bougnouls malade dans Nick un keuf et sa meuf, mélange haine contre la police et violence machiste. Le but de l'ouvrage est simplement de comptabiliser et d'expliquer ces violences, toutes les violences, telles qu'elles sont exprimées au fil du temps dans les chansons, depuis le Chat Noir à Montmartre, dans les années 1880 jusqu'au rap aujourd'hui. Certaines parmi ces chansons ont été censurées précisément à cause de la violence de leurs paroles. Néanmoins, il faut tenir compte de la liberté d'expression et se pose alors la question de savoir où placer le curseur pour interdire une chanson. La liberté artistique doit-elle être sans limite, ou bien l'artiste est-il comptable de ses actes quand il s'exprime ? Peut-il représenter sans entrave le sexisme, la domination masculine, la haine des forces de l'ordre de la France et de la République ? Est-il libre de déranger par ses paroles, de provoquer, voire de faire scandale ou bien doit-on accepter des interférences politiques et des pressions exercées par des acteurs non étatiques, comme des associations de défense ou des syndicats, pour satisfaire des impératifs moraux et lutter contre les violences et les discriminations qui ont été exprimées ? Autour du Chat Noir. En 1881, Rodolphe Saly, fils d'un limonadier de Châtellerault, ouvre le cabaret du Chat Noir au pied de la butte Montmartre. Quelque temps auparavant, il a rencontré Émile Goudot qui a fondé au quartier latin le Cercle des Hydropathes, étymologiquement, ceux que l'eau rend malade, fréquenté par des étudiants et des artistes, peintres, poètes et musiciens. Le cercle s'installe au Chat Noir et très vite le cabaret devient un carrefour des arts et de la fête où se produisent poètes et chansonniers, dont le plus célèbre est Aristide Bruant. La vogue du Chat Noir provoque ensuite la multiplication des cabarets artistiques, dont la butte Montmartre demeure le lieu d'élection. Ainsi naissent le Mirliton, créé par Bruant à la place du Chat Noir qui émigre plus loin, les Quadsars, le Lapin Agile, l'Âne Rouge et les Noctambules. Sur les petites scènes de ces cabarets, il n'y a pas de grand spectacle et un piano suffit pour accompagner les chanteurs qui très souvent interprètent leurs œuvres. Des vedettes du café-concert comme Paulus, Yvette Gilbert, Eugénie Buffet ou Félix Mayol viennent puiser leur inspiration dans l'immense répertoire des chansonniers montmartrois. Le café-concert au XIXe siècle,
est à la fois une salle de spectacle et un débit de boissons, réunissant dans son enceinte un public assis autour de tables qui pèse en consommation le plaisir d'entendre des chansons ou des sketchs et de voir toutes sortes de numéros, ballets, lutteurs, acrobates, pantomimes, chiens savants, phénomènes, etc. En 1879, la préfecture de police recense à Paris 200 cafés-concerts de toute taille, il y en a 300 en 1900. Certains sont de véritables complexes de divertissement, très beaux et très grands où les grands bourgeois côtoient un public de conditions plus modestes. D'autres sont des beuglans miteux où le samedi soir, ouvriers et rentiers se rendent en famille. Quartiers populaires, fortifications et prisons. Les quartiers populaires de Paris. Beaucoup de chansons des cabarets montmartrois et des cafés-concerts évoquent les quartiers populaires de Paris où vit la classe ouvrière et déshéritée. Une enceinte autour de la capitale a été créée sous la monarchie de Juillet, à la suite de l'approbation donnée en 1840 par le président du Conseil à la proposition déposée par Adolphe Thiers, alors député de l'opposition. Par la suite, en 1859, une loi fut votée qui englobait dans Paris les communes limitrophes situées entre l'ancien mur des fermiers généraux construit juste avant la Révolution et la nouvelle enceinte. C'est ainsi que les anciennes communes de Montmartre, des Batignolles, de la Chapelle, de la Villette, de Belleville et de Charonne, encore largement rurales, devinrent des faubourgs de la capitale. Bruant connaît parfaitement Paris, bien qu'il soit parisien d'adoption. Dans son roman Les bas-fonds de Paris, publié en 1897, il dresse un portrait de la capitale où le luxe côtoie la misère et les histoires d'amour se mêlent aux aléas de la fortune. Ses chansons s'inscrivent aussi dans la topographie parisienne, et c'est pour lui l'occasion d'éclairer le spectateur de cabaret sur la détresse profonde des habitants des différents quartiers populaires où la violence se manifeste à chaque coin de rue. Plus d'un titre est l'occasion de mettre en scène la plainte des sans-sous et des sans-pain. Dans À la Chapelle, le froid et le vent glacial de l'hiver sont durs à supporter par les grelotteux qui s'agglutinent autour des chauffoirs allumés, pour empêcher que le peuple y gèle. La nuit quand il fait du verglas, on a friot du haut en bas. Car on n'a ni chaussettes ni bas. On transpire pas dans la flanelle. À la Chapelle, ainsi que l'écrit Solange Vernois à propos du chansonnier, la misère profonde qu'il décrit induit la souffrance physique, mais aussi la souffrance morale qui déclasse et conduit à de douloureuses humiliations amplifiées par la désespérance. L'identité d'un quartier sert alors de support pour raconter l'histoire d'un de ces déclassements. La fatalité pour une jeune fille qui n'a pas eu d'autre choix que de faire le trottoir, dans à Batignolles, à Montparnasse et à la Bastille, Nini Peau de chien. Ou le gars qui a mal tourné pour devenir souteneur, et parfois voleur et meurtrier, Toto la ripette, dans À la Villette, l'empereur des dos souteneur en argot, le gouverné à la barrière, dans À la glacière, la filoche, le petit homme à la méloche, qui, pour barboter est l'apostrophe. Quibus, l'argent d'un conducteur d'autobus, lui a crevé la panse et la sacoche, dans À la bastoche. Dans Belleville-Ménilmontant, tout se passe en famille. Ma sœur est avec Éloi. Dont la sœur est avec moi. Comme ça je gagne pas mal de braise. Mon beau-frère en gagne autant. Puisqu'il refile ma sœur Thérèse. À Ménilmontant. Bruant chante aussi Montmartre ou plutôt à Montmartre où il fait dire « Ben souvent quand j'avais faim j'ai pas toujours mangé du pain, et où avec Nini, nous nous épousions dans les foins sans mère, sans noces et sans témoins. En ce temps-là, on ne sacré-cœurait pas sur la butte déserte, continue-t-il, car c'était avant l'édification de la basilique du Sacré-Cœur que les chansonniers tous anticléricaux détestent. Pour eux, cette pièce montée romano-byzantine est une violence architecturale qui vient d'enlaidir les vieilles rues de leur village. Sa construction, votée à la suite d'un vœu national, par la loi du 24 juillet 1873 qu'il a en outre déclarée d'utilité publique, est le symbole du triomphe de l'ordre moral sur les souffrances de la commune. Dans un cantique gaulois, intitulé Au Sacré-Cœur de Jésus, Victor Meusy chante en 1882, au tout début du Chat Noir. Sur la butte. Les séraphins étonnés disent soufflant dans leur flûte. Au Sacré-Cœur de Jésus. Qui donc t'a flanqué là-dessus? Léon de Bercy écrit en 1902, dans son livre Montmartre et ses chansons, ce blasphématoire cantique devint si populaire que tout Montmartre le chanta pendant plus de 15 ans et dont les échos se répercutent encore aux angles de la basilique du vœu national.
En 1905, la butte F. Le Camp, chanson nettement anticléricale, s'élève encore contre la violence architecturale constituée par l'implantation du Sacré-Cœur dont l'édification n'est pas achevée. La basilique est accusée de défigurer la butte et d'enlaidir Paris. Depuis que le sacré viscère sur Paris pèse lourdement. Sous ce poids qui la désespère. La butte s'en va tristement. Les fortifs et la zone. Au-delà des fortifications constituant l'enceinte de Thiers et recouvrant à peu près les actuels boulevards des Maréchaux, s'étendait un large glacis qui marquait une profonde rupture avec le tissu urbain. Il était interdit d'y construire quoi que ce soit en dur pour des raisons militaires et, dès lors, ces terrains vagues devinrent la zone des fortifs où, dans des cabanes et des roulottes, est venue s'installer une population pauvre d'ouvriers et de chiffonniers. Les nouveaux arrivants provenaient essentiellement du petit peuple parisien chassé par la spéculation immobilière et l'ampleur des travaux d'urbanisme commencés sous le Second Empire, auxquels s'ajoutaient des paysans poussés par l'exode rural et venus chercher du travail à Paris. Des buvettes s'étaient installées sur la zone, au-delà des barrières d'octroi, échappant ainsi aux taxes qui frappaient l'entrée des boissons dans la capitale. Les apparences sont celles d'un lieu paisible. Dans Sur les fortifs, Victor Meusy-Champ. Du peuple, c'est la promenade. Dimanche, tout le monde se promène. Sur les fortifs. Même si c'est aussi un dépotoir d'ordures et d'immondices. Au milieu des morceaux de verre. Et des débris, ceux qui prennent dans la métropole. Les purgatifs. Viennent déposer leur obole. Sur les fortifs. À la nuit tombée, la zone devient le lieu idéal des rendez-vous clandestins, de la prostitution, des règlements de compte et des traquenards. Dans la chanson Les Petits Joyeux, surnom de ceux qui ont été incorporés dans les bataillons d'Afrique, Aristide Bruant en fournit un exemple. Sur le boulevard extérieur, nous faisons notre mariole. Et puis le soir quand les rostes bourgeois sont couchés. Nous chauffons les morlingues aux bons passants en riole. Pendant que nos petites marmites vident les bourses des michés. Si veut ben se laisser faire, on fait pas de mal au pantre. Mais quand il veut air sauter ou ben faire du potin, on y fout gentiment un petit coup de lingue dans le ventre. Pour y apprendre à gueuler à 2h du matin. En argot, la marmite est la maîtresse d'un souteneur qui doit nourrir son homme en lui apportant régulièrement de l'argent, et le miché ou micheton est le client d'une prostituée. Dans la chanson de Bruant, à Montrouge, proche des fortifs, son macro dit à propos de Rosa. Quand A tient le miché dans un coin. Moi je suis à côté, pas ben loin. Et le lendemain le sergotte trouve du rouge. À Montrouge. Au-delà des fortifications, s'étendent les bois de Boulogne et de Vincennes. Le premier, proche des beaux quartiers, est pour Bruant un bois qu'est vraiment rupin, où il y a que de la grenouille de choix et il y a même des gonzesses de roi qui viennent y faire leur persil, c'est-à-dire qu'elles tapinent dans les allées à la recherche des michés, et le soir. C'est l'heure du rendez-vous. Des purotins et des filous. Qui s'en vont toujours par trois. Derrière les vieux salauds de bourgeois. Leur faire le coup du père François. En revanche, au bois de Vincennes, proche des quartiers populaires de l'Est parisien. Quand arrive la belle saison. Il y a des ouvriers, à foison. Qui viennent se les caler sur le gazon. Et la nuit, le bois accueille les sans-abri. Les pauvres gueux sans feu ni lieu. Qui trouvent de quoi se faire un bon pieu. Sous l'œil caressant du bon Dieu. Au bois de Vincennes. Les prisons de Paris et la guillotine. La pérégrination des chansons de Bruant dans la capitale le conduit à faire le tour des prisons parisiennes. Dans Amaza, il évoque un cambrioleur qui y tire de la prévence, c'est-à-dire qu'il y a été mis en détention provisoire pendant son procès, dans l'attente de son jugement. Le prévenu ne se plaindrait pas trop si la nourriture n'était pas aussi infecte. Nom de Dieu. Mince purée. C'est dégoûtant ce que nous cachons. Les Nantils, des pois en purée. Et de l'eau grasse comme à des cochons. La prison Saint-Lazare est une maison d'arrêt, de justice et de correction pour les femmes. Elle est divisée en 3 sections. La première est réservée aux détenus de droit commun, la deuxième aux prostituées, la troisième est une infirmerie pour les malades, notamment les filles atteintes de maladies vénériennes. La chanson de Bruant à Saint-Lazare raconte l'angoisse d'une prostituée qui,
découvrant sa contamination par la syphilis lors d'une visite médicale, se retrouve enfermée dans cette prison. Yvette Gilbert déclare dans ses mémoires qu'elle ne pouvait pas interpréter cette chanson sans sangloter. C'est de la prison que je t'écris. Mon PAUV Polyte. Hier je ne sais pas ce qui m'a pris. À la visite. C'est des maladies qui se voient pas. Quand ça se déclare? N'empêche qu'aujourd'hui je suis dans le tas. À Saint-Lazare. La prison de la Grande Roquette accueille le dépôt des condamnés. C'est là qu'attendent les futurs bagnards avant leur départ pour Cayenne, et c'est aussi le lieu où séjournent les condamnés à mort. Lors d'une exécution, à l'aube, la guillotine est dressée sur la place, à l'entrée de la prison, et c'est le destin inévitable qui menace les malfrats des chansons de Bruant. Toto la ripette finit le coup pris dans la lunette à la Roquette, et la filoche sur la bascule à Charlot. Dans À la Roquette, le condamné écrit au petit matin une dernière lettre à sa compagne. Devant la veuve. Je veux pas qu'on dise que j'ai eu le trac. De la lunette. Avant d'éternuer dans le sac. À la Roquette. Comme son ami, le chansonnier montmartrois Jules Jouy, auteur du poème La veuve désignant la guillotine, Bruant milite en faveur de l'abolition de la peine de mort. Dans son monologue Question capitale, il déclame. Je le sais, la justice est utile. Mais il y a des choses à réformer. Aussi je te le dis, primo d'abord. Il faudrait abolir la peine de mort. À partir du 5 août 1909, la guillotine est dressée à l'angle du boulevard Arago et de la rue de la Santé, devant la prison du même nom créée en 1868. La diseuse Marguerite Gréval interprète la guillotine, avec la mention « Tu ne tueras point » sur le petit format. Les paroles décrivent l'atmosphère de kermesse qui règne dans le public au moment de l'exécution du condamné. Fêtard en vadrouille. Tout ce monde grouille. En fraternisant. Pour saisir quand même. Au plaisir extrême. Le hoquet suprême. Un agonisant. Le bourreau fait son ouvrage. Le condamné est sanglé sur une planche et son cou est posé sur la traverse demi-circulaire, où vient s'abattre le carcan demi-lune qui maintient sa tête prisonnière. C'est alors que le couperet glisse. Un jet rouge pisse. Quand la lame lisse tranche le gosier. Et la tête roule. Au panier d'osier. En juillet 1898, est inauguré, en pleine campagne, le centre pénitentiaire de Fresnes qui est présenté comme le modèle de la prison moderne. La grande innovation est l'emprisonnement cellulaire avec un confort relatif et en respectant de strictes règles d'hygiène. Le but est de soustraire le condamné aux mauvaises influences de ses codétenus, tout en le soumettant à celles, moralisatrices, du personnel de la prison et d'instructeurs. L'isolement, considéré comme une thérapie, est poussé à l'extrême. Par souci d'éviter aux détenus de se contaminer entre eux, ils doivent rabattre un capuchon en étamine sur leur visage dès qu'ils se trouvent dans un lieu où ils seraient susceptibles de rencontrer d'autres prisonniers ou bien des personnes étrangères à la détention. Pour l'avocat à la Cour de cassation Ernest Passé, Fresnes est une prison Éden où les détenus se trouvent mieux lotis que beaucoup d'ouvriers. Le chansonnier Victor Meusy reprend avec ironie ce sentiment dans la lettre d'un prisonnier de la nouvelle prison de Fresnes. C'est le paradis. Ma cellule est un vrai boudoir. J'ai le gaz, l'électricité. L'eau chaude à volonté. Même si des détenus apprécient le confort de Fresnes par rapport aux autres prisons, l'isolement total dans un espace restreint entre quatre murs dont on ne sort que cagoulé et en silence, est vécu par d'autres comme une torture morale qui en conduit certains à la dépression et à la folie. Les joyeux au Badaf. Les jeunes gens qui ont été condamnés, parfois pour de menus larcins, sont incorporés dans les bataillons d'Afrique durant leur service militaire. S'y ajoutent les militaires qui ont été sanctionnés après leur passage dans des compagnies de discipline. Ces Badaf sont de véritables bagnes où les soldats sont mal nourris, soumis aux mauvais traitements et ballottés au gré des opérations. La chanson au Badaf d'Aristide Bruant évoque cette détresse au milieu du désert. Depuis que je suis dans c'te putain d'Afrique. À faire le Jacques avec un sac su le dos. Je suis sec comme un coutric. J'ai bento pu que de la peau su les os. En 1890, Georges Darien sort son livre Biribi Discipline militaire,
composé à partir de souvenirs personnels quand il a été envoyé dans un bataillon d'Afrique pour insoumission durant son service. Biribi n'est pas un lieu déterminé. Il désigne l'archipel des structures disciplinaires et pénitentiaires de l'armée française en Afrique. L'univers qui y attend le condamné est terrifiant. Un quotidien de violence et d'humiliation, casser des cailloux sous un soleil de plomb, les punitions, les sévices corporels et parfois les meurtres perpétrés par des sous-officiers, mais aussi des caporaux indigènes, les terribles chaouches, bourreaux en arabe, dépeints par tous comme des monstres. Le livre fait scandale et suscite de nombreux soutiens dans les milieux progressistes, ce qui incite Aristide Bruant à chanter à Biribi, créé dans son cabaret le Mirliton en 1891. Il y décrit les souffrances endurées par les corps amaigris, affamés et malades, le cafard en pensant au passé, la loi du plus fort et les relations homosexuelles non consenties. À Biribi, c'est là qu'on crève. De soif et de faim. À Biribi, c'est là qu'on râle. On râle en rut. La nuit, on entend hurler le mal. Qu'aurait pas cru qu'un jour il serait forcé de connaître Mamzelle Bibi, car tôt ou tard il faut en être. À Biribi. Plus tard, Emmanuel Quesnel, un ancien compagnon de Georges Darien au bataillon d'Afrique, émettra les plus vives réserves quant à la paternité du texte de cette chanson. Pour lui, il a été écrit par Darien lui-même et Bruant se le serait tout simplement approprié sans aucune vergogne. Quoi qu'il en soit, à Biribi a été fredonné dans tout Paris et dans un numéro de la guerre sociale, on peut lire « La lugubre et tragique chanson de Bruant résume tous nos griefs contre cet enfer comme il en résume toutes les horreurs et toutes les hontes. C'est l'Afrique des chaouches qui torturent pour se distraire, l'Afrique des territoires militaires où il n'y a pas d'opinion publique, pas de journaux où le sabre est roi. » Bruant a contribué, avec des écrivains de tendance anarchiste, à dénoncer les bas-fonds de la justice militaire au grand public. Lui-même, en collaboration avec Arthur Bénède, créateur de personnages célèbres tels que Judex et Belphégor, écrit un drame en 8 tableaux, intitulé Au bas d'Af, qui est joué au théâtre Molière en 1906. Suit un récit romanesque publié uniquement sous son nom, Au bas d'Af, Les amours de la pouliche, grand roman sensationnel en 1911. Le 2 juin 1909, au camp de Djennan Eddar, Algérie, le disciplinaire Albert Ernoult est battu à mort par 3 gradés. Témoin de la scène, Émile Rousset, disciplinaire lui aussi, décide de dénoncer ce crime aux autorités supérieures, trop de crimes de ce genre restant impunis selon lui, mais la hiérarchie militaire va tout faire pour l'en empêcher. Malgré les menaces, les tortures et le cachot, Rousset ne cède pas. Le 19 juillet 1910, il passe devant le Conseil de guerre d'Oran, qui essaie encore de lui imposer le silence. Il est condamné à 5 ans de prison et incarcéré au pénitencier militaire de Douéra, dans la banlieue d'Alger. Rousset réussit néanmoins à alerter la presse métropolitaine. Dès le 22 janvier, l'Humanité publie une lettre collective de disciplinaire dénonçant le meurtre d'Ernoult et le 22 mars, une affiche intitulée « Abba Biribi » tapisse les murs de Paris, en appelant les soldats à la désertion et à retourner leurs baïonnettes contre leurs officiers. Un comité de défense sociale est créé, l'affaire prend de l'ampleur. De nombreux chansonniers y consacrent des textes particulièrement corrosifs. Lanoff, membre du groupe des libérés des bagnes militaires, chante Abba Biribi et les pionniers scènes de la vie à Biribi. En 1910, il fait une tournée de conférences-spectacles contre ces bagnes dans le bassin ouvrier du Nord. Le 20 novembre à Lille, il déclare « Les officiers et sous-officiers qui commandent les compagnies de discipline sont des alcooliques et des tarés. C'est la pourriture de la pourriture. » Montéhu, célèbre pour sa chanson antimilitariste Gloire au XVIIe, compose un rêve de Rousset sur la tombe d'un camisard. Récit lancé dans le peuple pour l'abolition de Biribi. Et la vengeance d'un camisard, en référence à l'uniforme porté par les disciplinaires comprenant une capote et un pantalon gris avec un képi gris à bandes bleues muni d'une grande visière de cuir. Gaston Coutet, le poète beauceron connu pour ses textes antimilitaristes, sociaux et libertaires, compose la chanson des silos qui évoque les fosses où sont descendus certains punis pour y être laissés pendant plusieurs jours. Il écrit aussi Gloire à Rousset. Assez d'odieuses tortures. Il faut combler tous les silos. Vive Rousset et qu'il soit libre. C'est Biribi qui doit mourir. Sous la pression de la campagne qui a été menée en faveur de Rousset,
les autorités militaires cèdent du terrain. Sur proposition du ministre de la Guerre, il est gracié par le président de la République le 13 avril 1911 et peut rejoindre un bataillon classique jusqu'à la fin de son service militaire. Pendant ce temps, les assassins d'Ernoux sont acquittés par un conseil de guerre siégeant à Oran, le 14 septembre, mais l'affaire rebondit lorsque Rousset est accusé d'avoir tué l'un de ses condisciples. Pour le journal La Bataille syndicaliste, c'est l'affaire Dreyfus qui recommence, car tous les moyens, y compris les faux témoignages, sont employés pour disqualifier le traître Rousset. Le 8 décembre 1911, à Alger, celui-ci est condamné par un conseil de guerre à 20 ans de travaux forcés. Le comité de défense sociale continue cependant à le soutenir. Le dossier judiciaire est examiné par la Cour de cassation qui casse le jugement d'Alger, le 23 février 1912 pour vice de procédure. Après divers rebondissements, une ordonnance de non-lieu est prononcée le 24 septembre 1912. Rousset est libre. La campagne menée dans les chansons et par la presse antimilitariste a permis de faire libérer un innocent, mais elle n'a pas réussi à remettre en cause les fondements même des bagnes militaires. Puis, la loi Berry-Miran, votée en toute discrétion en mars 1912, alourdit la répression en systématisant l'envoi à Biribi des jeunes gens condamnés pour diffamation et injures envers les armées, ou incitation de militaires à la désobéissance. La recrudescence de la criminalité à Paris, le contexte de la remilitarisation, avec le vote de la loi des 3 ans en 1913 augmentant la durée du service militaire, et les bruits de guerre avec l'Allemagne rendent inadmissible toute réforme et justifient même le maintien de ces lieux sans droit ni morale. Le chansonnier anarchiste Charles Davray compose encore en 1919 la chanson Babiribi dont le refrain réclame au gouvernement l'abolition des bagnes militaires. Abolissez ces gouffres sanguinaires, au fond desquels baigne votre drapeau. Pour une fois, soyez humanitaires. Abolissez les bagnes militaires. De Biribi, on est sauvage, lâche et féroce quand on en hervit, chante Aristide Bruant. Une fois affranchis libérés, les vrais, les durs, les tatoués qui rentrent à Paris conservent avec fierté l'appellation de joyeux qui leur a été donnée au Badaf. Le chansonnier écrit ainsi les petits joyeux, avec ce refrain. C'est nous les joyeux, les petits joyeux. Les petits joyeux qui n'ont pas froid aux chasses. C'est nous les joyeux, les petits joyeux. Les petits marlous qui n'ont pas froid aux yeux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.